Alors voilà, nous avons maintenant 30 minutes et je vois déjà des mains lissées. Nous allons prendre quelques questions, commentaires et revenir ensuite vers le panel. Alors je vais me déplacer dans la salle. Paul. Merci. Merci aux orateurs pour de brillantes et riches présentations. En gros, je pense qu'il faut se féliciter de l'amélioration qualitative des relations entre l'Union africaine et les Nations Unies. Madame Cherokee, j'aimerais revenir sur les stratégies, les différentes stratégies dont vous avez parlé, que les Nations Unies sont en train d'élaborer dans la perspective justement des avantages comparatifs de chaque organisation. Est-ce que, on sait que l'Union africaine aussi se lance dans un processus d'élaboration de stratégie. Je sais qu'ils sont en train d'élaborer une stratégie sur l'Afrique centrale. Je n'ai pas connaissance d'une stratégie des Grands Lacs de l'Union africaine, mais de l'Afrique centrale qui inclura les Grands Lacs. Au Sahel, M. Anadif, il y a littéralement une floraison de stratégies. C'est chaque acteur engagé au Sahel qui a sa stratégie. Il y a véritablement une concurrence de stratégies. Mais est-ce que ces stratégies s'articulent les unes aux autres pour justement faire ressortir les avantages comparatifs de chaque organisation? Si ce n'est pas le cas, peut-être que c'est une piste qu'on pourrait tous suivre. Nous suggérons à l'Union africaine, en fait, de s'inspirer un peu ou de prendre exemple sur la stratégie existante des Nations Unies dans les Grands Lacs. Les Nations Unies y sont actives depuis très longtemps. Et maintenant, M. Nadif, vous avez parlé de l'inadéquation du mandat de la MINUSMA par rapport à la véritable menace, notamment le hiatus qu'il y avait entre le mandat de l'organisation régionale lorsqu'elle était là, qui était plus dans l'imposition de la paix, et la MINUSMA qui a un mandat de maintien de la paix. Vous avez évoqué l'exemple de la FIB en RDC, qui est venu régler un problème ponctuel et s'est retiré. Beaucoup de personnes voient éventuellement le G5 Sahel jouer ce rôle. J'ai comme le sentiment que ce n'est pas tellement votre idée. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel serait, dans un monde idéal, un équivalent au Mali? Merci. Beaucoup de grandes questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour cette première... Oui, je sais. Je vais passer le micro. Bon, merci beaucoup. Je remercie les intervenants pour l'exposé très pratique et très utile pour nous. Juste, je voudrais apporter deux remarques sur la présence de plusieurs initiatives sur le G5 Sahel. Je crois qu'on a pris des initiatives au Caire en octobre avec le traité de Sibylle. On a eu un atelier. Là, on a fait la synthèse. On a fait la synthèse de toutes les initiatives qui existent sur le continent africain sur le problème de mission de la paix, de la sécurité dans les pays africains, dans les G5 Sahel. Et je vais partager avec le secrétariat de l'Observatoire de Outcome. On s'est un peu distribué par email parce que déjà il y a des efforts qui ont été faits de façon inlassable avec nos partenaires de toutes les organisations sous-régionales et aussi l'Union africaine en octobre dernier. Deuxième point, sur la question des lacunes qu'on a pour les pays francophones, les francophones qui travaillent pour les missions de la paix. Je crois qu'on a commencé avec l'Observatoire de Boutros-Ghali déjà. On a eu 2 rencontres à Paris. Là, on a discuté le sujet. Et puis, il y avait des recommandations. J'espère aussi qu'on peut continuer. Nous, en Égypte, on a pu, il y a 2 ans, lancer un réseau des francophones pour les aider à enregistrer leurs informations sur le roster. Et on a eu aussi une visite de Carige des Nations Unies
Et on a pu organiser des rencontres avec des jeunes en Égypte, dans l'université, et des jeunes aussi des professionnels, pour les aider à postuler comme des experts civils, des composants civils des opérations de maintien de la paix. Et on avait un accompagnement avec l'Observatoire de Toscanie. Et je crois peut-être si on peut faire quelque chose pour continuer ces efforts. Merci. Merci beaucoup aux trois panélistes, à Mme Kala, aux envoyés spéciaux Nadif et Zerouki, dont je salue le travail dans des circonstances toujours plus difficiles, mais qui, à eux seuls, avec leur millier de casque bleu, portent parfois à bout de bras des processus politiques très, très complexes. Deux remarques. Si des missions multidimensionnelles ont été créées il y a bientôt presque 10 ans, c'était aussi pour répondre aux besoins des États membres du secrétariat de pouvoir disposer de missions intégrées. La logique, quand on a créé la MINUSMA, quand on a créé la MINUSCA, était de pouvoir compter sur à la fois des militaires, naturellement, pour la préservation de la paix, mais aussi une dimension civile, composant droits de l'homme, de reconstruction de l'État, parce que c'est positif pour un pays de savoir quand des casques bleus arrivent qu'on réfléchit déjà à ce que sera demain son avenir. Et donc, je crois qu'au début des années 2010, cette réponse était opportune. Mais il est incontestable, et c'est un teneur de plume, comme on dit, qui le dit, que les défis de ces multidimensionnels sont absolument colossaux. Et on sait ce que c'est que ce sont ces mandats arbre de Noël, où on demande aux Nations Unies de faire non pas tout et n'importe quoi, mais tout. Et c'est la raison pour laquelle et le secrétariat et les États membres ont lancé depuis quelques années maintenant une vraie réflexion sur l'avenir de ces missions multidimensionnelles. Et c'est là où deux notions qu'a lancées Antonio Guterres sont pour moi absolument essentielles, c'est les notions de hiérarchisation et de séquençage. C'est-à-dire la question n'est pas de savoir si les droits de l'homme sont plus importants que la défense des accords climatiques ou moins importants que la position de la paix. Mais la question est de savoir qu'est-ce que doivent faire en priorité les casques bleus. Quel est, dans les 6 mois, dans l'année, dans les 2 ans, l'élément sans lequel rien ne sera possible ensuite. Et c'est là où la dimension politique, où le rôle absolument central de mission de Bosophilis ou d'appui qui aux accords d'Alger, qui est un processus électoral, est absolument essentiel, parce que sans cela, c'est comme la racine d'une dent, sans cela, rien ne peut être fait. Deuxième chose, sur les partenariats, je voudrais évidemment faire écho à ce qu'ont dit Mamat et Leïla. Quand la France tient la plume au Conseil de sécurité sur les sujets qui la concernent, il ne nous viendrait plus à l'esprit de réfléchir, écrire, proposer sans les propositions, non seulement évidemment des Nations Unies, en tant que le secrétariat, mais sans les propositions des pays contributeurs de troupes et des organisations régionales. C'est désormais, je crois, quelque chose, et ça c'est un énorme progrès par rapport à il y a 15 ou 20 ans, c'est un élément absolument indépassable et sans lequel le moindre processus politique n'a dans le fond plus de chances d'aboutir. Et on voit bien la différence pour les sujets aussi bien traités au Conseil de sécurité qui pourraient l'être. On voit bien la différence entre les sujets sur lesquels il y a un ownership régional ou sous-régional très fort et ceux où il n'y en a pas. Et ça m'amène à un point qu'on a un tout petit peu abordé dans une table ronde précédente, c'est ce qu'on appelle les opérations africaines de paix. Je crois qu'un certain nombre de hauts responsables internationaux, M. Guterres, le président Kagame, beaucoup d'autres chefs d'État, le président Ouattara, le président de la République française, Emmanuel Macron, ont défendu ces idées d'opérations africaines de paix. Pourquoi? C'est parce qu'on voit bien que les opérations de maintien de la paix sont un petit peu à la croisée des chemins entre une demande beaucoup plus forte des États membres et des moyens financiers et humains qui diminuent, c'est la réalité. Une volonté politique des Africains de s'approprier les crises qui sont les leurs, une capacité aussi à offrir d'autres choses que les opérations de maintien de la paix, une connaissance du terrain, une rapidité. Et c'est la raison pour laquelle on a été extrêmement frustré par l'incapacité du Conseil de sécurité en décembre dernier de s'entendre sur un accord cadre de principe qui permettait à ces opérations africaines demain d'être lancées.
il y a ce fonds africain pour la paix qui a été constitué, qui représente aujourd'hui des dizaines de millions de dollars et qui, je l'espère, permettra demain de financer ces opérations. Alors, là, le Conseil de sécurité n'a pas été en mesure de décider d'un accord cadre, mais très souvent, dans le fond, aux Nations Unies, on fait des réformes sans avoir besoin de dire qu'on fait des réformes. Et moi, je forme le vœu que dans le futur, dans un futur proche, il y ait un besoin, on identifie un besoin d'un déploiement rapide d'une opération africaine de paix qui pourra alors bénéficier de l'appui financier et logistique, financier de l'Union africaine et des États qui souhaiteront le faire. Alors, est-ce que ce sera par des contributions obligatoires? Est-ce que ce sera par des contributions volontaires? Est-ce que ce sera par des contributions bilatérales? Mais je travaille dans des circonstances toujours plus difficiles, mais qui, à eux seuls, avec leur milliers de casques bleus, portent parfois à bout de bras des processus politiques très, très complexes. Deux remarques. Si des missions multidimensionnelles ont été créées il y a bientôt presque 10 ans, c'était aussi pour répondre aux besoins des États membres du secrétariat de pouvoir disposer de missions intégrées. La logique, quand on a créé la MINUSMA, quand on a créé la MINUSCA, était de pouvoir compter sur à la fois des militaires, naturellement, pour la préservation de la paix, mais aussi une dimension civile, proposant droits de l'homme, de reconstruction de l'État, parce que c'est positif pour un pays de savoir quand des casques bleus arrivent qu'on réfléchit déjà à ce que sera demain son avenir. Et donc, je crois qu'au début des années 2010, cette réponse était opportune. Mais il est incontestable, et c'est un teneur de plume, comme on dit, qui le dit, que les défis de ces multidimensionnels sont absolument colossaux. Et on sait ce que c'est que ce sont ces mandats arbre de Noël, où on demande aux Nations Unies de faire non pas tout et n'importe quoi, mais tout. Et c'est la raison pour laquelle et le secrétariat et les États membres ont lancé depuis quelques années maintenant une vraie réflexion sur l'avenir de ces missions multidimensionnelles. Et c'est là où deux notions qu'a lancées Antonio Guterres sont pour moi absolument essentielles, c'est les notions d'hiérarchisation et de séquençage. C'est-à-dire la question n'est pas de savoir si les droits de l'homme sont plus importants que la défense des accords climatiques ou moins importants que la position de la paix, mais la question est de savoir qu'est-ce que doivent faire en priorité les casques bleus. Quel est, dans les 6 mois, ou dans l'année, ou dans les 2 ans, l'élément sans lequel rien ne sera possible ensuite. Et c'est là où la dimension politique, où le rôle absolument central de mission de Beaux Offices ou d'appui qui aux accords d'Alger, qui est un processus électoral, est absolument essentiel, parce que sans cela, c'est comme la racine d'une dent, sans cela, rien ne peut être fait. Deuxième chose, sur les partenariats, enfin, je voudrais évidemment faire écho à ce qu'ont dit Mamad et Leïla. Quand la France tient la plume au Conseil de sécurité sur les sujets qui la concernent, il ne nous viendrait plus à l'esprit de réfléchir, écrire, proposer sans les propositions, non seulement évidemment des Nations Unies, en tant que le secrétariat, mais sans les propositions des pays contributeurs de troupes et des organisations régionales. C'est désormais, je crois, quelque chose, et ça c'est un énorme progrès par rapport à il y a 15 ou 20 ans, c'est un élément absolument indépassable et sans lequel le moindre processus politique n'a dans le fond plus de chances d'aboutir. Et on voit bien la différence pour les sujets aussi bien traités au Conseil de sécurité qui pourraient l'être, on voit bien la différence entre les sujets sur lesquels il y a un ownership régional ou sous-régional très fort et ceux où il n'y en a pas. Et ça m'amène à un point qu'on a un tout petit peu abordé dans une table ronde précédente, c'est ce qu'on appelle les opérations africaines de paix. Je crois qu'un certain nombre de hauts responsables internationaux, M. Guterres, le président Kagame, beaucoup d'autres chefs d'État, le président Ouattara, le président de la République française, Emmanuel Macron, ont défendu ces idées d'opérations africaines de paix. Pourquoi? C'est parce qu'on voit bien que les opérations de maintien de la paix sont un petit peu à la croisée des chemins entre une demande beaucoup plus forte des États membres et des moyens financiers et humains qui diminuent, c'est la réalité, une volonté politique des Africains de s'approprier les crises qui sont les leurs, une capacité aussi à offrir d'autres choses que les opérations de maintien de la paix, une connaissance du terrain, une rapidité. Et c'est la raison pour laquelle on a été extrêmement frustré par l'incapacité du Conseil de sécurité en décembre dernier de s'entendre sur un accord cadre de principe qui permettait à ces opérations africaines demain
d'être lancé. Il y a ce Fonds africain pour la paix qui a été constitué, qui représente aujourd'hui des dizaines de millions de dollars et qui, je l'espère, permettra demain de financer ces opérations. Alors, là, le Conseil de sécurité n'a pas été en mesure de décider d'un accord cadre, mais très souvent, dans le fond, aux Nations Unies, on fait des réformes sans avoir besoin de dire qu'on fait des réformes. Et moi, je forme le vœu que dans le futur, dans un futur proche, il y ait un besoin, on identifie un besoin d'un déploiement rapide d'une opération africaine de paix qui pourra alors bénéficier de l'appui financier et logistique, financier de l'Union africaine et des États qui souhaiteront le faire. Alors, est-ce que ce sera par des contributions obligatoires? Est-ce que ce sera par des contributions volontaires? Est-ce que ce sera par des contributions bilatérales? Mais je crois sincèrement que ces opérations africaines de paix, si jamais le blocage du Conseil de sécurité se confirme, pourront se faire parce que c'est tout simplement la logique des choses et c'est sans doute la meilleure réponse aux défis sécuritaires sur le continent africain. Merci beaucoup. Je vous dis sincèrement, moi-même, quand j'ai vu qu'on allait avoir une revue stratégique, on a un nouveau envoyé spécial qui venait d'arriver au Congo, qui a rencontré les autorités pour essayer de les intéresser à certains aspects, parce que le pire, c'est pas nous, le pire, c'est l'interlocuteur, c'est le partenaire, c'est le pays qui doit absorber tout ça, et en plus, si c'est pas coordonné, au point d'être sûr qu'on se complète et pas chacun, je te bouscule pour que je m'installe. Parce que c'est ça la pire chose, alors que chacun vient, raconte des histoires, des pays qui n'ont pas beaucoup de capacités, qui sont à la recherche, ils s'accrochent parce qu'ils n'ont pas les moyens et ils pensent que chacun qui vient va peut-être apporter une contribution, et donc ça dévie les gens des priorités. Et donc, ce que j'ai dit, j'ai essayé, quand j'ai appris ça, j'ai appelé Jean-Pierre, je lui ai dit, Jean-Pierre, on fait d'abord la revue stratégique des nations, de la mission, on vient de ramener l'envoyé spécial qui est venu, qui a discuté avec les autorités, on l'a orienté sur quelque chose, nous, on va travailler sur autre chose, et puis on aura un peu plus de clarté, on aura un gouvernement et tout. Après, on peut discuter de la revue stratégique, de la stratégie pour la région. Mais je crois que comme aussi il y a DPA et DPKO, enfin qui sont devenus DPPA et DPO, donc je pense qu'il y a un peu aussi de concurrence de ce côté-là. Je crois que le secrétaire général a lancé cette idée, qu'est-ce que les Nations Unies peuvent faire pour telle région, qui était absolument pertinent. Qu'est-ce que nous, en tant que Nations Unies, qu'est-ce qu'on peut faire dans la région des Grands Lacs? Qu'est-ce qu'on peut faire dans le Sahel? Qu'est-ce qu'on peut faire pour la Corne de l'Afrique? 3 régions affectées par des conflits où il y a des groupes armés, où il y a des missions de maintien de la paix. Comment on peut identifier nos priorités? Je pense qu'il avait raison, c'était pertinent et il a toujours raison pour cette question-là. Je pense qu'elle est importante. Mais il faudrait vraiment qu'on y réfléchisse, pas avec d'autres priorités. Donc on va essayer de voir comment parce que c'est important, ce que fait la MONUSCO, elle ne le fait pas pour toute la région. Ce que fait l'envoyé spécial, il le fait dans le cadre de la mise en œuvre d'un accord cadre, qui en plus demande beaucoup de choses au Congo qu'aux autres. Donc ça c'est autre chose, c'est quelque chose d'équilibré qui affecte tout le monde. Donc j'espère que j'ai répondu à votre question. Reste bien évidemment de s'assurer qu'il y a une coordination et qu'il y a qu'on fait des priorités. Vous avez parlé de la prioritisation de notre mandat, de certaines actions dans le mandat. N'empêche qu'on avait 18 pages, je vous ai supplié, et c'est devenu 20. Donc on a mis 20 pages maintenant, vous avez ajouté 2 pages. Mais bon, c'est aussi, je pense que j'ai compris votre logique. Votre logique, c'était de dire, on a une revue stratégique, mettons tous les éléments et laissons la revue stratégique avoir l'espace surtout, comme ça, ils peuvent travailler, on a compris ça. Mais je pense que c'est extrêmement important qu'on ait, pas seulement on dit protection des civils, par exemple, première priorité de la MONUSCO, protection des civils. Dans la protection des civils, il faut hiérarchiser.
qu'est-ce qu'on fait dans la protection des civils, parce que c'est un concept énorme aussi. Voilà, moi je veux réagir sur la question des francophones et des rosters. Moi j'ai essayé avec vos pays pour dire préparer des jeunes. Vous savez, en Europe, ils ont par exemple les JPO, Junior Professional Officer. Vous pouvez aussi faire ce genre à votre niveau, dans une sous-région, d'identifier des gens, de les préparer pour ce genre de mission, de les envoyer comme volontaires. C'est un investissement énorme, énorme, parce qu'une fois que la personne a passé 2 ans dans une mission de maintien de la paix, en plus si elle est bien préparée, elle va se retrouver à la bonne place. Si c'est quelqu'un qui est incompétent, s'il arrive et il a un bras cassé, on va l'envoyer là-bas, il va faire des photocopies. Parce que c'est pas intéressant d'envoyer quelqu'un qui n'est pas compétent, il vaut mieux ne pas envoyer. Mais des jeunes motivés, qui ont envie de faire carrière, qu'on sélectionne au niveau régional ou sous-régional, et après on les met à la disposition, c'est quelque chose d'extrêmement important et vous devez réfléchir à ça. C'est comme ça que vous pouvez préparer des jeunes cadres francophones qui vont être dans des postes clés et qui seront en même temps aussi préparés dans une autre langue, qui, qu'on le veuille ou pas, quand vous voulez faire carrière aux Nations Unies, si vous ne parlez pas anglais, vous n'avez aucune chance. Parce que tout, en réalité, est anglophone dès que vous quittez la zone francophone où vous êtes déployé. Les rapports et tout ça. Donc voilà, je pense que c'est important de promouvoir le français, ça, il n'y a aucun doute, de veiller à ce que dans les pays français. Moi, on a fait, par exemple, le recrutement des DMS. 4 ont été sélectionnés, et 4 ne parlent pas français. Je vais avoir un chez moi, à Kinshasa, il ne parle pas français. Il va gérer l'administration. On n'avait pas le choix. 4 sélectionnés dans une interview où David a participé, j'ai tenu parce qu'on voulait un francophone pour notre. Il n'y avait pas. Ils ont été tous anglophones. Parce que justement, le roster. Non, c'était pas un roster. Ils sont rentrés dans le roster, encore 4. Encore 4 et plus, exactement. Ok, bon. J'avais tout à l'heure, pour aborder dans le même sens que la pluie, j'avais dit qu'il y a un péché originel lorsqu'on a transféré MINUSMA qui a été mal géré. Ça ne veut pas dire que la mission multidimensionnelle ne fait pas son travail. Au contraire, c'est ça que nous sommes en train de gérer. Et pour dire qu'aujourd'hui, parce que le Mali, après 2012, s'est effondré. C'est une armée qu'il faut reconstruire. C'est tout un pays qu'il faut bâtir. C'est beaucoup de choses. Sans une mission multidimensionnelle, c'est impossible de le faire. Malheureusement, c'est venu se greffer le terrorisme et qui, pour les citoyens ordinaires, c'est plutôt ça la menace. Et je viens donc à la force conjointe G5 Sahel, qui était une idée qui a été beaucoup soutenue par Guterres dès le départ. Et si vous voyez le premier rapport, nous avons fait plusieurs options. L'une des premières options, c'était justement l'option brigade telle qu'elle était faite au Congo. Une deuxième option, que je connais très très bien, est celle de la MISOM. La MISOM, c'est vraiment l'exemple type d'une coopération tripartite entre les Nations Unies, l'Union africaine et l'Union européenne. Vous voyez qu'au niveau de la MISOM, l'Union africaine fournit les troupes, l'Union européenne prend en charge les salaires ou les per diem de tous les soldats, il y en a 22 000, et les Nations Unies assurent toute la logistique, toutes les évacuations sanitaires, tout l'appui, toutes les rations alimentaires, tout ce qui est fourni, c'est les Nations Unies. C'est vraiment une coopération tripartite exemplaire. Et en plus de cela, elle a un mandat Union africaine, évidemment autorisé par le Conseil de sécurité, et qui peut faire toutes les formes de lutte possibles. En plus de ça, s'y ajoute la coopération bilatérale. Pratiquement les États-Unis
aide sur le plan méditerranéen l'Ouganda, le Kenya, la France aide le Burundi, le Djibouti, et ainsi de suite. C'est tout cet ensemble-là qui fait que c'est une mission africaine, avec un mandat du Conseil de sécurité, avec vraiment une coopération trilatérale, qui a vraiment, quels que soient ses résultats, c'est en tout cas un bon exemple de partenariat. Donc c'est pour ça que le secrétaire a donné ça comme deuxième option. Troisième option également, aujourd'hui, en aménagement, si je prends le Tchad, le Burkina Faso, le Niger, les 3 pays membres du G5 Sahel, ils ont 4000 troupes au niveau de l'aménagement. Si on y ajoute un bataillon du Mali, un bataillon Mauritanie, ça va faire l'effectif de 5000 qui est mobilisé aujourd'hui par le G5 Sahel. Et on avait dit si on peut constituer une brigade de ceux-là, mais le soutien c'est quoi? Il l'a dit tout à l'heure, est-ce que c'est les contributions volontaires ou c'est les contributions obligatoires? Toute la question à ce niveau, les Américains freinent par 4 fers, pas question. Et donc c'est cette question-là qui bloque en fait. Je n'ai pas parlé du G5 Sahel parce que c'est la solution complémentaire de la mission multidimensionnelle. C'est au moins une volonté politique, un engagement de tous les dirigeants du Sahel pour dire nous prenons en charge, mais on a un problème de moyens. Malheureusement, ça a été bloqué. Pire que ça, vous savez que l'Union européenne a mis plus de 100 millions, sans compter ce que l'Arabie saoudite a fait et ainsi de suite. Et nous, MINUSMA, on nous dit d'appuyer la force conjointe du G5 Sahel en ration alimentaire, évacuation sanitaire, carburant, autres. Sur le budget de l'Union européenne. Mais on nous dit quoi? On nous dit que vous ne pouvez les aider qu'à l'intérieur du territoire malien. Ça veut dire quoi? C'est le contingent malien seulement. Or, il est un parmi 5. Donc, vous voyez, dans le dernier rapport, on avait dit, puisque l'Union européenne est d'accord, élargissons au moins la zone géographique. Permettons à ce que nous leur livrons la logistique à l'intérieur du Mali, mais si eux, ils peuvent les transporter à Niamey ou à N'Djamena, ou même ça, il y a tout un débat, le 12 on va en parler, c'est sûr, au niveau du Conseil de sécurité, même ça, et l'Union européenne dit oui, moi je suis prêt, avec l'argent que je donne, mais puisque c'est une résolution qui passe par le Conseil de sécurité, on lui dit non à l'intérieur. Et c'est là aussi une autre frustration. J'ai le commandant de la force qui vient, je suis capable de lui fournir tout ce dont il a besoin, mais je lui dis, tu ne dois pas sortir ça du territoire malien. Qu'est-ce qu'il fait? Il a 5 bataillons de l'autre côté, alors qu'il n'est obligé que de donner au bataillon qui est au niveau du Mali. C'est plutôt ça. Maintenant, par rapport aux stratégies, c'est vrai, on a dénombré 17, 18. Pour moi, il y a un aspect positif, c'est que tout le monde s'intéresse au Sahel. Il y a un intérêt. C'est ça qui a créé l'Alliance Sahel, qui a commencé à donner aussi des résultats. Mais dans tous les cas, chez moi, il y a un proverbe qui dit que quand il y a beaucoup de matrones, le coup de l'enfant risque de se tordre. Le latéralisme est en train de prendre un coup, est en train de goûter quelque chose justement à la force conjointe, qui est vraiment une idée noble, une idée, un engagement politique fort qui mérite d'être soutenu. Ma soeur, si tu as quelque chose à ajouter. Je n'avais pas vraiment grand-chose. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je voulais simplement dire que l'Union africaine pense aussi que le partenariat qui a pu donner les preuves de son efficacité peut aller même au-delà des autres partenaires qui n'interviennent pas ou qui hésitent d'intervenir. Par exemple, on a vu en Syrie où il y a eu beaucoup de problèmes avec l'extrémisme violent, le terrorisme. Il y a eu une intervention pratiquement de tous les partenaires dont on avait besoin, et avec cette présence de plusieurs partenaires, on a pu quand même arriver à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Et tout à l'heure, j'insistais sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, et nous savons que c'est grâce à ces partenariats qu'on est arrivé à la situation qui est celle de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui est un pays post-conflit.
où la mission des Nations Unies est partie et le gouvernement a pris en charge la plupart des défis qui étaient réglés par la mission des Nations Unies. Donc ce partenariat est vraiment à souhaiter, et aussi la contribution de nos gouvernements africains lorsqu'il y a des problèmes qui se posent dans les pays africains particulièrement. Et je voulais dire également que tout à l'heure, une personnalité a parlé du fonds pour la paix au niveau de l'Union africaine. Effectivement, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour l'Union africaine qu'il y ait un fonds pour la paix. Et j'espère que même si le multilatéralisme est en souffrance aujourd'hui, que les fonds va vraiment être un fonds, va avoir des fonds importants, des moyens importants dont on a besoin, surtout là où les pays sont confrontés à l'extrémisme violent et aux attaques terroristes. Et je pense que nous tous nous suivons la situation et ce qui se passe en ce moment, surtout ici en Afrique de l'Ouest, où chaque jour, nous suivons ce qui se passe. Et le partenariat est vraiment à souhaiter et on a besoin des fonds. Donc au nom de l'Union africaine, au niveau de l'Union africaine, on a vraiment salué. On salue la constitution de ces fonds qui pourront permettre au continent de respirer un peu, parce que c'est pas les conflits qui manquent en Afrique. Les conflits naissent surtout lorsqu'il y a des élections, c'est soit précédé, soit suivi des conflits. Merci madame, et je rappelle juste au passage, comme nos intervenants ont fait vraiment la politesse de parler très franchement, que le séminaire est sous règle de Chatham House, donc non d'attribution, c'est-à-dire que ne répétez pas les propos, vous n'attribuez pas les propos qui ont été tenus. Et je voulais juste donner rapidement la parole, j'ai vu un two fingers en bon français, à Général. Merci beaucoup. Je voulais juste témoigner effectivement du poids de plus en plus important que la coopération entre les Nations Unies, l'Union africaine, les communautés régionales a prise, ainsi que nos partenaires, notamment certains membres du Conseil de sécurité, membres permanents. Je me souviens, malheureusement, on n'a pas eu cette résolution cadre, mais nous avons bossé mot à mot, pied à pied, notamment avec nos amis français qui sont à New York, Maréchaux et son équipe, vous-même à Paris. L'idée était juste, l'Union africaine, quand elle se déploie, sur résolution des Nations Unies, bénéficie du access contribution. Parce que c'était juste d'avoir une résolution de principe, parce que chaque fois cela a été fait, ça a été fait de manière ad hoc et rapide. Au Mali, les transitions ont été très difficiles entre les deux organisations. Heureusement qu'en Centrafrique, il a fallu beaucoup de tact avec le général Gaï ici et le général Mokoko, pour qui nous avons une pensée affectueuse ici, qui se connaissaient personnellement depuis, je crois, 5 ans. Et ça a permis d'avoir une transition vraiment souple. Et moi, j'ai expérimenté ça et je crois que c'est à saluer. Concernant, vous savez, l'Union africaine, le G5 Sahel, Excellence, je pense que tous nos acteurs en multilatéral doivent se rendre compte du monde dans lequel on est en train d'évoluer. Si, franchement, le Mali appartient à la CEDEAO, ma conviction est que les problèmes, quand ils sont apparus au nord du Mali, devaient être adressés par un ensemble géographique et politique, peut-être pas formel, mais qui dépassait l'espace CEDEAO. Vous voyez? Le Mali, pour moi, le nord du Mali, pour moi, géographiquement et humainement parlant, a plus de points communs avec le Niger jusqu'au Tchad que certains pays de la CEDEAO. Alors, ce dont je conviens, c'est que politiquement parlant, il faut créer une lecture partagée de tout le monde pour que les problèmes soient mis sur la table et qu'on s'entende sur un minimum et non qu'on joue à des politiques exclusives. Aujourd'hui, excusez-moi, il y a des pays
la CEDEAO qui ont appris à connaître le nord du Mali seulement au déploiement de la MINUSMA. Que les Tchadiens connaissent le nord du Mali, alors que, excusez-moi, Excellence, le Tchad ne fait pas partie de la CEDEAO. Non, moi je suis de la RDC. Oui, mais c'est un lapsus qui s'est glissé dans le discours de nos amis de l'UA, disant que tous les pays du G5 Sahel sont de la CEDEAO. C'est bizarre parce qu'on ne verrait pas ambassadeur Anadif et dire qu'il n'est pas de la CEDEAO, par exemple. Donc, tout le monde doit en fait avoir de l'humilité, à mon avis. Lorsqu'on a dit à l'UA que le Sahel, le processus de notre 11 pays, on nous a dit c'est trop grand, c'est peut-être 5 ou 6, ça suffit. Mais quand vous voyez des terroristes aller kidnapper des touristes au nord du Bénin, vous vous dites oh, peut-être que ce problème est beaucoup plus rapide dans les pensées que nous pensons. Donc tout le monde devrait, je crois, faire preuve d'humilité et se parler et mettre des choses sur la table. Les pays de la CEDEAO aujourd'hui demandent une articulation entre le G5 Sahel, le processus de Nouakchott, parce qu'on sent que ces problématiques vont aller s'étendre. Les pays du bassin du Golfe de Guinée sont inquiets de la problématique du Sahel. Merci beaucoup. Il faut que j'ajoute un mot, si vous permettez. Moi, je pense que tous les pays de la CEDEAO sont très sensibles à ce qui se passe dans le Nord Mali, même s'ils n'en ont pas une connaissance aussi intime que ceux qui vivent dans cet espace et en connaissent parfaitement toutes les réalités. N'oublions pas que la CEDEAO a été bâtie sur des intérêts économiques communs qu'on est venu ensuite renforcer par des engagements au plan de la sécurité. Ce que j'observe actuellement, c'est que ces cadres institutionnels qui avaient été reconnus, qui étaient anciens, dans lesquels on travaillait, sont finalement en train d'exploser. Peut-être qu'ils ne sont plus, peut-être qu'ils sont obsolètes, je ne sais pas. En tout cas, le constat que je fais, c'est que le G5 Sahel, au moment où il développe une stratégie qui est multiforme et à juste titre, est en train finalement je n'ai pas de se substituer, mais de se dupliquer à d'autres stratégies qui avaient été faites par des ensembles institutionnels qui existaient. Donc actuellement, on se demande finalement ce repli de la CEDEAO par rapport à cette crise majeure qui touche plusieurs de ces États, quoi qu'on dise, c'est mauvais pour la CEDEAO. On aurait souhaité que la CEDEAO soit beaucoup plus présente. C'est le premier constat que je voulais faire. Le deuxième constat que je voulais faire, c'est que moi j'observe qu'il y a actuellement un repli politique des Nations Unies en Afrique. La montée de l'Union africaine, la place de la subsidiarité qui a donné aux institutions dont je viens de parler, la place qu'elles ont, s'est traduite, qu'on le veuille ou non, par un repli des Nations Unies au plan politique. Regardez la Centrafrique, c'est l'Union africaine qui a vu le lead dans la négociation de cet accord. Alors qu'au Congo, au lendemain, durant la transition, le comité international d'accompagnement de la transition était dirigé par l'ambassadeur Swing. C'est vraiment les Nations Unies qui avaient le lead. Aujourd'hui, il n'y a pas une crise dans laquelle les Nations Unies veulent s'imposer pour dire c'est nous qui avons le lead. Finalement, ils laissent à l'Union africaine. Et ça ne va pas encourager les membres du Conseil de sécurité, quoi qu'on le dise, à donner des contributions volontaires à l'Union africaine pour gérer les crises. Donc il y a là des réflexions personnelles que je voulais partager avec vous.